Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est David et Flavio. Quelle analyse font les leaders d'opinion? Quelle analyse sur la nouvelle constitution du Togo? Oui, ça fera toujours débat jusqu'à Istan. Bon, mesdames et messieurs, je vous présente la partie 1 d'une émission de la diaspora. Et il y a eu des invités sur Zoom, les appels ici, et beaucoup de, c'est pas uniquement la diaspora. Bon, vous allez découvrir tout de suite. Alors, on se dit à tout à l'heure. Les 100 changements constitutionnels au Togo, qui ont donc éliminé l'élection présidentielle directe, ont donc suscité les inquiétudes quant à la possibilité d'un véritable changement de régime. Les partis d'opposition et les groupes de la société civile continuent de développer, pour ne pas dire continuent de s'opposer à ces changements, les considérant comme une entrave à la démocratie et à l'alternance politique. Cette situation est donc complexe et peut être interprétée comme un recul pour certains, reflétant un mécontentement à l'égard du nouvel ordre politique. Alors, pour ce thème, nous allons donc examiner les défis auxquels les citoyens togolais sont confrontés dans leur quête de changement, tels que les obstacles constitutionnels, le rôle des acteurs internationaux, les dynamiques socio-économiques et l'impact des réformes constitutionnelles sur la gouvernance au Togo. Cela donc pourrait également inclure une discussion sur la manière dont les Togolais aujourd'hui perçoivent leur propre rôle et pouvoir dans le processus politique, ainsi que les stratégies qu'ils adoptent. Monsieur Serge, vous êtes muté. Défis. Alors, voilà la thématique, pour ne pas dire, voilà la problématique de cette émission. Et cette problématique s'institue dans cette possibilité, dans quelle mesure les récents changements politiques du Togo, en tout cas, représentent-ils un progrès ou recul pour la démocratie et la participation citoyenne dans Monsieur le pays. Serge, on ne vous entend pas, vous êtes muté, hein? Curieux, nous on l'entend. D'accord. Alors, je pense que monsieur Clousset, de votre côté, essayez quand même de voir votre technicité, sinon le grand débat, les panélistes m'attendent bel et bien. Bon, d'accord. Alors, voilà. Alors, professeur Issoufou, voilà le débat qui est lancé ainsi, avec en tout cas la problématique que je viens de poser. Quelles sont vos analyses? Merci beaucoup, M. Serge Nyawa. Je pense que nous allons rentrer dans ce sujet-là en faisant un tour, peut-être dans ce que nous appelons les humanités. Quand nous enseignons le cours des humanités aux étudiants, et nous parlons souvent des anciennes civilisations, notamment l'Égypte, la plus ancienne des civilisations que l'humanité a connue. Et donc, dans cette civilisation, nous parlons de certains rois, des pharaons, connus sous le nom de pharaons. Par exemple, il y avait un pharaon qu'on appelait Akhenaten, qui se faisait appeler Amon, Ra et autres. Donc, le roi soleil. Donc, ce pharaon, lorsqu'il est arrivé, bien sûr, après d'autres pharaons, à son temps, il a tenté de consolider ses pouvoirs. Parce que vous savez, l'Égypte ancienne était une civilisation, en tout cas, comment l'appelle-t-on, polythéiste. Et en même temps, il y avait plusieurs dieux que les gens ici et là adoraient. Il y avait le dieu du soleil, le dieu de ceci et de cela. Donc, quand Amon, Ra et Akhenaton est arrivé au pouvoir, il a voulu consolider ce pouvoir. D'abord, il a réuni la basse Égypte et la haute Égypte, en tout cas sous son contrôle.
par la force, bien sûr, parce que lui, il était reconnu être cruel. Les témoignages que nous avons viennent des plaques où on a dessiné des actes de ces pharaons-là. Et sur une plaque, vous pouvez voir comment l'appelle-t-on, ce pharaon-là en train de maltraiter, en tout cas, ses sujets ou bien des prisonniers. Donc, ce qu'il a fait, il a entamé ces réformes-là, mais ces réformes-là, ce n'était pas pour bénéficier l'Égypte, c'était pour bénéficier, lui, son pouvoir. Et suivez mon regard, je suis en train de venir à une comparaison qui est claire et à une conclusion. Et donc, il a fait ces réformes forcées, il a réuni la basse et la haute Égypte, et comme ça, et il a aussi, disons plus ou moins de façon tacite, interdit, en tout cas, le culte par les autres prêtres, parce que chaque prêtre avant lui pouvait, n'est-ce pas, officier ou bien offrir ses prières comme il voulait partout où il était. Mais lui, il a élevé le Dieu soleil au Dieu suprême, afin que d'autres dieux puissent être relégués au second rang. Et en même temps, les autres prêtres ne pouvaient plus, en désordre, bon, de leur manière, faire leur messe comme ils voulaient, parce qu'il faut nécessairement concentrer tout au niveau du Dieu, du grand Dieu qui est le Dieu soleil, qui pour les Égyptiens, on dit que le pharaon quand il mourait, rejoignait ce Dieu-là pour continuer par diriger l'Égypte. Donc, quand il a fait ça, juste après sa mort, les Égyptiens sont retournés là où ils étaient, c'est-à-dire qu'ils ont repris tout ce qu'ils faisaient avant lui. C'est-à-dire que tous les interdits qu'il avait imposés ont été mis de côté et les gens ont repris ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire, les prêtres ont retrouvé la liberté de faire ce qu'ils voulaient, tout ça là. C'est pour vous dire tout simplement que Serge, tout ce qu'on fait par la force sans le consentement du peuple est éphémère. Et donc, je vais dire par rapport à la thématique ici que oui, si jamais les tenants de l'oppression arrivent à passer comme ils sont en train de le faire, je veux qu'ils sachent que cela ne va pas durer longtemps. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Et le jour où nous allons pouvoir, n'est-ce pas, nous débarrasser de tout ce qu'ils ont fait, aura vécu aussi de façon éphémère. Nous allons balayer ça. La 5e République, le nouveau changement, le régime parlementaire, les Togolais n'en veulent pas. Ils peuvent l'imposer comme le pharaon le fit, mais le jour où nous allons arriver à nous affranchir de leur maltraitance, il faut savoir que tout ce qu'ils ont fait là, nous allons jeter ça à l'eau. Donc nous ne sommes pas prêts, et même s'ils l'imposent, ça ne sera que d'une durée très courte. C'est ce que je vais dire pour le moment. D'accord. D'accord. Professeur, puisque vous avez développé en tout cas aussi votre thématique, cela nous permet quand même d'être dans les arènes de ce thème-là. C'est pourquoi on vous a laissé plus de 3 minutes. Essayons de nous calibrer au moins 3 minutes et puis bon, on pourra profiter de ce grand débat. Docteur Kovi, est-ce que vous êtes avec nous? Ben, merci. Docteur Kovi n'est pas avec nous compte tenu des problèmes techniques. Alors, Monsieur Cloutier, vous avez quand même eu le thème. Vous avez aussi vu, en tout cas, l'exemple que le docteur professeur Moussa a donné en parlant de l'exemple du pharaon qui a forcé les réformes. Il a dit aussi tout ce qui est forcé est éphémère, donc ils ne sont pas pressés. Et le Togo va se remettre en scène. Vos réactions? Ma première réaction, ça rejoint un peu le professeur Moussa. C'est-à-dire que je vais être direct, ce qui s'est passé au Togo le 25 mars 2024, c'est tout simplement un coup d'État constitutionnel. Et quels que soient les paravents qu'on y met, quelle que soit la couleur qu'on veut que les Togolais voient, c'est un coup d'État et qui doit être combattu comme tel. Donc, je ne sais pas trop où le régime actuel croit pouvoir aller,
Mais quand on bâillonne le peuple, quand on force le peuple à faire des choses qu'il ne veut pas, eh bien, un jour viendra, ce peuple-là, c'est comme un volcan, ça va éclater et on verra le vrai changement. Et moi, je crains juste que ça ne soit pas sanglant, mais voilà où on nous amène tout doucement et c'est déplorable. C'est ce que je pourrais dire pour le moment. D'accord, c'est déplorable. Merci, merci. Alors, docteur Kovi, vous avez en tout cas devant nous un thème, je ne dirais pas qui prête à confusion, mais un thème qui nous permet quand même de réfléchir et savoir où va aujourd'hui le Togo, compte tenu de la lutte que le Togo mène. Cela fait plus de 60 ans. 60 ans. Mais on a l'impression que c'est une lutte ou bien une marche à reculons. Et aujourd'hui, nous voulons en tout cas essayer de voir comment on peut désormais marcher. La thématique que je voulais tout à l'heure instituer, dans quelle mesure les récents changements politiques au Togo représentent-ils un progrès ou un recul pour la démocratie et la participation citoyenne dans le pays? Alors le décor a été planté. Est-ce que vous avez quand même des réactions? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce thème-là? Alors, je suis d'autant heureux d'être ici parce qu'en dehors de vous et de moi-même, nous avons affaire à 3 Togolais. Et qui mieux que ces 3 Togolais peuvent nous donner le ressenti du peuple togolais. Moi, je vis à Lomé, et je vous dis, les Togolais sont mes beaux-parents. Et j'ai connu le Togo en 1988. Donc, j'ai connu les Wabé Lametou, Wabé Lamemba, les Okansé et tout le reste. Et toute la situation togolaise, même le drame du lac de Hébé, ou bref, je peux écrire l'histoire togolaise. Moi, tout ce que je peux dire ici, c'est d'inviter les Togolais vraiment à un dialogue sincère entre eux et que les forts d'aujourd'hui sachent que nul n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. Et ça, c'est Jean-Jacques Rousseau qui le dit dans le contrat social. S'il ne fait pas de la force un devoir, alors, donc, pour ne pas dire aller trop dans le vif du sujet pour le moment, bon, j'ai vu les Togolais ont changé leur constitution. Je n'ai vraiment pas compris comment ça a pu se faire, mais cette nouvelle trouvaille, je me suis dit, si jamais ça devient la mode en Afrique, bon, sincèrement, je ne sais pas quoi en penser, mais je dois avouer que ça m'inquiète un tout petit peu. Parce que je ne comprends pas les tenants et les aboutissants, les ressorts. Qu'est-ce que ça va donner après? Sincèrement, est-ce que les populations ont pu désigner le président? Est-ce que je ne comprends rien à rien? Peut-être que vous allez partager, ma foi, le test de cette nouvelle constitution avec nous, afin que nous puissions réellement cerner ce que ça veut dire. Mais à première vue, ce que je retiens des jérémiades de l'opposition, que l'opposition me permette ces mots-là, c'est que cela m'inquiète. C'est ce que je peux dire pour le moment. Docteur, effectivement, vous avez parlé. Vous êtes en tout cas un beau frère de ce pays. Je dirais que vous connaissez l'histoire togolaise. Et je pense que le Togo aujourd'hui, dans une impasse totale, de pouvoir se mettre en selle et avoir ce qu'on appelle non seulement la démocratie, mais permettre au Togo d'avoir sa souveraineté. Aujourd'hui, un changement qui ne reflète pas l'ossature même des idées, en tout cas du peuple togolais, mais surtout une personne, le pouvoir en place, qui constitue aujourd'hui le miel, la lune et tout. C'est ce pouvoir-là qui doit décider si le professeur Moussa doit vraiment aller au Togo. C'est ce gouvernement qui doit décider si
Jean-Paul Omoulou doit désormais être en prison sans être jugé. Alors, je reviendrai tout à l'heure à vous. Et c'est un peu difficile, mais on va quand même essayer de voir ce qu'il faut. Alors, Maître Kofi Bassa, de votre côté, je pense que peut-être que vous avez comment je peux appeler ça, la nouvelle constitution, parce que jusqu'à preuve du contraire, Dr Kofi l'a dit, en me demandant peut-être que je peux apporter la nouvelle constitution pour qu'on puisse voir réellement ce qui est là-dedans, mais malheureusement, après mes investigations, je continue encore d'être, en tout cas, derrière cette nouvelle constitution. Alors peut-être que vous avez cette nouvelle constitution et que les Togolais pourront désormais avoir beaucoup de renseignements. Et je vais vous laisser quand même de faire vos analyses, en tout cas de manière précise pour qu'on soit dans le temps. Oui, merci Seigneur. Je ne voudrais pas indexer mon collègue, mon co-débatteur, docteur Kofi, mais je l'ai dit, quand il dit que les Togolais ont changé la constitution, ce ne sont pas les Togolais qui ont changé la constitution. C'est une dictature qui s'est érigée au Togo. Quand vous voyez ce qui s'est passé au Togo, des députés dont le mandat est expiré, qui n'ont même plus droit, qui sont peut-être censés faire exécuter les affaires courantes, et même aussi ça, disons que selon la constitution du Togo, la constitution de tout le monde entier, c'est que pourquoi est-ce que les élections qui auraient dû avoir lieu en décembre 2023 n'ont pas eu lieu? La constitution dit que, à moins qu'il y ait des catastrophes naturelles, qu'il y ait des problèmes, il n'y a rien eu de ça, mais le vote des députés n'a pas été organisé. C'est fait sciemment pour truquer le peuple togolais. Maintenant, je ne sauce pas pour aller vers ce qui s'est passé, vers la Constitution. Vous allez voir que cette Constitution-là, les articles, bon, je mettrai tellement de temps à citer ces articles, ne permettent pas à cette assemblée moribonde qui est mort de prendre des tests. Ils ont augmenté le nombre de députés de 90 à 173. Ils n'avaient pas le droit de le faire et ils n'avaient pas le droit de changer de république. Nos tests sont très clairs. Monsieur Kofi Bertin, ce ne sont pas les peuples togolais qui ont changé ou modifié la constitution, c'est une partie, juste une partie du peuple togolais, parce que le problème c'est que Faure Gnassingbé a été interdit d'aller à un 5e mandat. Il ne pouvait plus affronter le peuple togolais lors d'une élection pour la 5e mandature. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut contourner pour dire que c'est désormais les députés qui m'élisent. Donc, quand vous dites, faites attention. Permettez-moi de vous interrompre un instant. Alors, puisque vous dites que ceux qui ont changé n'avaient plus l'autorité de le faire, puisque n'étant plus, enfin, leur mandat ayant expiré. Alors, pourquoi on parle de on a changé la Constitution? Si ceux qui ont changé n'ont pas l'autorité à cela, c'est que rien n'a changé. Non, c'est une forfaiture. Je vous parle d'une forfaiture. Le pouvoir togolais est allé par force. On a trompé les Togolais. Ne dites pas, monsieur Kofi, soyons sérieux, ne dites pas que les Togolais ont fait modifier ou changer la Constitution. Je vous dis qu'il y a un Parlement dont le mandat est expiré, même si la mandature était encore valide, selon nos articles, ils n'ont pas le droit de faire changer de république. Ils peuvent faire modifier la constitution du Togo, mais ils ont changé de république. C'est ce que je vous dis. N'attribuez pas cela au peuple togolais. Au vu de ce que vous dites, en réalité, il n'y a pas eu changement, il y a eu forfaiture. Et parce que je m'en tiens à votre logique. Puisque ce que je tiens ma conclusion ce que vous dites. S'ils ne sont pas qualifiés pour le faire, mais vous ne reconnaissez pas changement de constitution ni de république. Donc ça voudrait dire c'est nul et non avenu. Et c'est la position.
Et c'est la position de la majorité des Togolais. J'ai la parole. Non, je pense que vous dites ce que vous dites, je suis d'accord, monsieur Kouavi. Je dis c'est la position de la majorité des Togolais. D'accord. C'est un changement pour nous. Cela on dit que c'est un coup d'État. C'est un changement pour nous, c'est un coup d'État nul et non avenu. C'est un coup d'État. Ford a fait ça en 2005 en tuant au moins, selon les chiffres de l'ONU, 400 personnes pour accéder au pouvoir. Dans la même nuit, en 2005, aller visiter les terres du Togo, il a eu 3 coups d'État constitutionnels. C'est un récidiviste. C'est un ministre, un député et au Parlement, et disons président du Parlement, et ça s'est répété encore. Ce que je voulais dire, je sors ma trompette, je la tire, je voulais dire que le monde entier et l'ONU surtout ne considèrent pas cette histoire-là bancale qui est arrivée au Togo comme les Togolais ont changé de constitution ou de république. Ce n'est pas vrai. C'est un groupe de personnes. C'est un groupe de personnes. C'est un groupe de personnes sous la botte de Faure Gnassingbé qui nous font dans cette histoire-là. Il faut que ce soit clair. Merci, j'ai chuté. D'accord, on vous a compris. Kofi Bassa, professeur Youssouphi s'est levé. Je pense, donc, monsieur Kouissé, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec les dires de docteur Bertin pour dire que les Togolais ont changé la constitution? C'est une forfaiture et je vais insister, c'est un coup d'État qui a lieu. Et le monsieur qui a organisé ce coup d'État, qui ne parle pas, qui se cache, qui promulgue les lois après, c'est le président, soi-disant, de la République. Et c'est un récidiviste. Parce que, comme vient de le dire... Mais quelle a été la position du peuple togolais? Ils n'ont rien dit. Le peuple togolais ne s'est pas soulevé. Le peuple a voulu se révolter. Les premiers qui sont allés, je crois, au marché de Bela pour soi-disant juste protester, ben on les a retrouvés en prison. Vous devez savoir cette histoire-là. Les gens de la DMK, à l'époque, ben, se sont retrouvés en prison juste parce qu'ils voulaient ouvrir les yeux au peuple. Beaucoup ne savaient pas ce qui se passe. L'Assemblée nationale, frélatée, comme je le dis, et monocolore, s'est réunie en pleine nuit pour voter cette loi-là et changer la constitution du pays. Mais quand on le dit, ils disent non, ça a fini dans la nuit. Non, c'est un truc organisé. Et ces gens-là sont en train de nous faire tout simplement voir un coup d'État constitutionnel. C'est maintenant aux Togolais de s'organiser. Nous devons en parler. Le monde ne le sait pas et je remercie Tempo pour ce débat-là aujourd'hui parce que ça permet au monde ou à ceux qui dorment encore de savoir ce qui se passe au Togo. Le Togo est en plein coup d'État et personne ne dit pratiquement rien. Ceux-là qui sont supposés pouvoir lever le petit doigt, à savoir la CEDEAO, puisque eux, ils ont dit que 6 mois avant les élections dans un pays, on ne change même pas la constitution. Mais pourquoi la CEDEAO ne parle pas? Pourquoi ces gens-là ne crient pas? Ils ont dépassé ça pour aller au Togo, surveiller les soi-disant élections. Mais il se passe des choses terribles au Togo qui doivent être dénoncées. Et moi, je vais toujours continuer par le dire. Nous sommes en plein coup d'État et je vais insister, la constitution là sur laquelle ils sont en train de marcher, cette même constitution a en son sein ce qu'il faut pour arrêter cela, et c'est l'article 150. Cet article-là, chaque Togolais lambda, quel qu'il soit organisé ou non, a le droit et le devoir de prendre cet article 150 et d'arrêter ce coup d'État, mais alors par tous les moyens possibles, y compris les armes. N'ayons pas peur de le dire. D'accord. Donc, professeur Moussa, est-ce que vous avez des réactions vis-à-vis de cela? Juste une minute pour rebondir sur la parole de le ministre Kouissé. Juste une minute, s'il vous plaît. Allez-y. Notre constitution dit, dans son article 150, comme l'a évoqué le ministre Kouissé, que quand il y a violation des droits de l'homme, que les Togolais se lèvent par les marches, tout ce qu'on peut faire pour renverser le régime. C'est notre droit.
je ne l'invente pas, M. Cloutier ne l'invente pas, c'est la Constitution du Togo qui le fait. Maintenant, vous savez, là où ce que je reproche aux partis politiques du Togo, qui se disent dans la mouvance de l'opposition, c'est qu'ils doivent se dire que, mes frères, levons-nous, il y a une violation, allons renverser ce pouvoir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne doit plus se cacher la face. Il faut renverser Faure Gnassingbé, qui a fait un coup d'État en 2005, qui a tué au moins, selon les chiffres de l'ONU, 400 personnes. Disons, les chiffres d'enquête des droits de l'homme de Kofigo, l'ancien premier ministre, nous dit 150 personnes. Il y a un problème très grave au Togo. La CEDEAO, je vais chuter, M. Diao, c'est important. La CEDEAO nous avait dit, à leur départ d'Abuja pour arriver au Togo, que nous venons pour parler du changement de la Constitution. Ils sont arrivés à l'aéroport, ils ont fait encore un communiqué, et après avoir rencontré Faure Gnassingbé, ils se sont dédiés pour dire que maintenant, nous allons parler que des élections, les élections frauduleuses qui ont eu lieu. Ce que nous demandons ici, sur ce plateau de Tempo Africa TV, si ce plateau peut nous aider, c'est dire que nous devons réunir les moyens nécessaires du droit de la Constitution pour renverser Faure Gnassingbé. Merci. Merci, Kofi. Alors, professeur, vous avez écouté vos amis. Docteur Bertrand Kofi a parlé d'un dialogue sincère. Un dialogue sincère. Mais nous avons eu plus de combien de dialogues qui ont accouché d'une souris? 26. Plus de 30 dialogues. Professeur Moussa. Oui, alors, merci. Je pense qu'il faut être de mauvaise foi pour ne pas parler de dialogue à chaque fois qu'il y a conflit ou il y a problème. Mais sauf que, comme vous l'avez indiqué, 26 dialogues en moins de, je sais pas, 25 ans, moi je pense que c'est trop. Ça veut dire que chaque année, il y a eu dialogue au Togo. Ça, il ne sert à rien d'aller dialoguer. Mais ce qui est important, c'est d'être sincère dans ce que l'on fait. Et donc, à chaque fois que le pouvoir est acculé, il appelle au dialogue de dupes, il va et il roule tout le monde dans la farine, il continue. C'est pourquoi quand les gens parlent de dialogue maintenant, personne ne prête attention parce que quel dialogue faut-il encore faire? Les gens n'ont plus envie d'aller s'asseoir avec ces gens-là. Après 26 dialogues qui n'ont rien donné, mais quel dialogue l'on peut encore faire au Togo? Donc nous sommes, c'est pas obligé de dire que même si les dialogues c'est quelque chose qui devait être naturel entre les humains, le Togolais a déjà fait trop de dialogues. Il n'y a plus possibilité de dialoguer. Parce qu'on ne peut dialoguer qu'avec quelqu'un qui est honnête, qui est sincère, qui est digne même de dialoguer avec. Mais quand les gens ont perdu tout ça là, vous perdez votre temps. Ils vous disent, déjà avant même le dialogue, nous allons dialoguer avec vous, mais ça là, on ne fera jamais ça. Et c'est ce qui va se passer. Donc, monsieur Kofi, nous voulons dialoguer. Mais c'est que nous sommes fatigués de dialoguer. Il faut penser à autre chose. Nous sommes fatigués. C'est pourquoi le dialogue ne va plus, c'est pas séduire qui que ce soit au Togo. Oui. Oui, mais professeur Moussa, la politique est une question de rapport de force. Oui. Toi, sans la force, ce sont des souhaits. Parce qu'effectivement, je vous ai dit, je peux écrire l'histoire du Togo. L'histoire de la crise qui a commencé le 5 octobre 90, mais en réalité, je vais dire qui a explosé le 5 octobre 90. Très bien. Et je l'ai vécu, je la connais un tout petit peu. Mais c'est une question de rapport de force. J'ai connu la période où le peuple togolais, avec le général contre le général Yadema, voyait un changement. Le général est resté, est parti. Et aujourd'hui, je suis même surpris et heureux aussi d'entendre les Togolais même regretter la période du général Yadema qu'on traitait de tous les noms d'oiseaux à l'époque.
qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Car cette question ne m'appartient pas. Je n'ai pas de réponse à ça. Comment vous devez faire, vous, pour mobiliser la communauté internationale? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le Togo n'est pas sur Mars ni sur la Lune. Alors, j'ai l'impression que, selon vous, le Togo est abandonné et personne ne se préoccupe de ce qui se passe au Togo. C'est vous qui ne communiquez pas bien ou bien qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez, et quand je dis un dialogue, aucun de vous n'est un militaire et je ne suis même pas de nature à encourager les armes pour se rendre justice. Parce que ceux qui vont mourir seront toujours des Togolais, qu'ils soient du côté de ceux que vous appelez dictateurs ou des prétendus démocrates. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous devez faire? Assoyez-vous et commencez par réfléchir. Ou alors, vous allez venir au village chez les Béninois, puisqu'il paraît que, bon, au Togo aussi, vous avez vos divinités. Allez parler peut-être à vos divinités, j'en sais rien. Mais moi, je ne trouve pas de réponse parce que ça a trop duré. 90 à 2024, c'est presque la même phrase que j'entends depuis. Les Okansé ont tenu les mêmes propos. Les Tabio Amorin, les mêmes propos. Les Aboibo, les mêmes propos. Et je vous entends encore tenir les mêmes propos. Monsieur Sanyawa, si vous permettez, pour un dialogue, je vais apporter une réponse à Dr Kovi, notre frère, notre confrère du Bénin. Si vous m'accordez juste une minute. Vous avez une seule minute. Voilà. Dr Kovi, professeur Moussa Issifou, il est mon témoin. Et ministre Cloutier est mon témoin. Nous avions écrit aux Nations Unies pour dire que désormais, ils doivent s'impliquer dans le débat togolais. Ils nous ont répondu. C'est le professeur Moussa, avec son mouvement Ne touche pas à ma constitution, qui a organisé la marche de 27 avril 2027. Et nous avons reçu une réponse du secrétaire général de l'ONU qui nous a référé à son chargé des droits de l'homme que nous sommes en passe de le contacter pour dire que le Togo c'est trop. Donc je vous donne une réponse. Il y a un mouvement dans la diaspora togolaise qui fait un effort, peut-être que François Moussa peut compléter, mais je vous dis que cette fois-ci, nous sommes en train de faire ce que nous devons faire sur le plan international. Et c'est le professeur Moussa et moi-même, à modeste personne, qui sont sur ce sujet. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, le secrétaire général des Nations Unies nous a envoyé une lettre et nous a dit, il nous a référé à son chargé des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, nous aurons la réponse et à aller le rencontrer. Si vous voulez, le professeur Moussa peut aller encore sur ça. Merci, j'ai répondu à certains. Alors, moi, je vais juste ajouter une dernière préoccupation, enfin, une suggestion. Et j'ai la vague impression, mais qu'il y a décalage entre vous, qui êtes de la diaspora, qui aimez la démocratie, qui avez de belles idées, qui voulait un changement, et le peuple lui-même, peut-être qu'il est résigné, j'en sais rien. Mais moi, quand je pose la question même à mon épouse, elle a le courage de me dire, mais bon, si Force s'en va, qui va venir? Tu veux qui? Je me demande si tous les Togolais, écoutez, je prends votre combat très au sérieux, mais je vous parle j'ai posé la question à mon épouse. Elle a le courage de me dire, mais si Force s'en va, qui va venir encore? Et je lui ai dit, mais Force, un mortel peut mourir un jour. Donc je voudrais vous dire à quel point, mais il y a des phasages. Ouais, s'il vous plaît. Je veux me taire. Je vais donner la parole à professeur. Je pense que le débat est lancé. Le débat est lancé. Le débat est lancé. D'éviter de nous faire une induction ici. Parce que vous avez entendu, vous avez écouté la voix d'une seule personne. Cela ne peut pas être. Ça ne devait pas vous alarmer. Parce que je m'en voudrais de vous demander de quel bord est votre femme pour qu'elle puisse vous répondre ainsi. Parce que si elle supporte le régime, quelle réponse voulez-vous qu'elle vous donne? Les gens qui supportent le régime sont droits dans leur botte. Ils pensent que sans fort,
Personne ne peut. Et les gens avaient dit ça de Yadema. Yadema n'est pas là, le Togo a existé. Je vais dire ici solennellement que même si Faure partait aujourd'hui, s'il mourait ou il quittait le pouvoir, n'importe qui pourra faire mieux que ce qu'il est en train de, le bordel qu'il est en train de foutre au Togo. Parce que je dis bien, n'importe qui peut faire mieux que lui. La preuve, son papa est parti, le Togo n'a pas disparu. Donc, on ne peut pas prendre la parole d'une seule personne et dire, bon, c'est ce que... Non, il ne faut pas être découragé. Bon, la plupart des Togolais, parce que n'importe quel Togolais peut faire mieux que ce que nous voyons au Togo aujourd'hui. Ça, c'est moi qui vous l'assure. Soyez rassurés. Merci. Monsieur Poussé, est-ce que vous voulez intervenir? Bien sûr que j'aimerais intervenir. Je vais dire deux choses. La première quand même, et je n'accuse pas trop Madame Covid, si elle dit, si force en va, qui va le remplacer? Parce que je crois l'avoir dit dans d'autres émissions. Il y a un semblant de problème de leadership au Togo. Et nous, dans notre culture, on croit que bon, le leader, ça doit être quelqu'un qu'on connaît, on connaît ses parents, ses mœurs, etc. Et donc, il doit être devant. Voilà pourquoi, deux choses. Quand, par exemple, Monseigneur Poudro avait pris le devant pour régler ce problème togolais, beaucoup dans l'opposition elle-même ont cru qu'il allait prendre leur place. Le pauvre prélat de 92 ans, qu'est-ce qu'il va faire avec le fauteuil à Faure-Gnassingbé? Donc, il n'a pas été écouté, il n'a pas été soutenu. Ce même problème de leadership continue encore. Voilà pourquoi moi, quelque part, c'est pas que je supporte tout à fait ou complètement votre femme, mais elle a compris à sa manière. C'est à nous, Togolais, maintenant, quand même, de développer un nouveau leadership. Moi, je dis que le vieux leadership là qu'on a, il est aussi périmé, il est comme l'Assemblée nationale là qui vient de partir. Il faut un nouveau leadership et que la jeunesse écoute et qui vienne faire le changement. Maintenant, on a parlé des Nations Unies tout à l'heure. Moi, je veux qu'on arrête au Togo de continuer par compter sur l'assistance de la communauté internationale. C'est aux Togolais de s'organiser. Beaucoup sont en train de s'organiser, c'est vrai. Peut-être qu'on ne va pas très vite, mais dans notre organisation, et j'insiste, il va falloir à un moment donné que les Togolais n'aient pas peur d'utiliser les armes. On ne doit pas avoir peur de ça. Et nous avons en face de nous des gens qui sont armés jusqu'aux dents. Et les Togolais ont cru que ouais, si on s'armait aussi, ben, il y aura une guerre. Mais écoutez, on n'a pas eu de guerre au Togo, mais vous imaginez combien de gens meurent par jour à cause de la mauvaise gouvernance dans ce pays. Combien de gens sont sous l'eau aujourd'hui? Combien d'élèves n'ont pas de toit pour s'asseoir et apprendre tranquillement? Et combien de lits d'hôpital on a dans notre pays? C'est comme si on était dans un état en guerre déjà. Mais arrêtons tout ça et reprenons à zéro s'il le faut. C'est ce que moi je dis. D'accord. Je pense qu'on vous a attendu. Et en tout cas, l'intervention du docteur Covid, je pense que c'est une intervention qui est beaucoup profonde. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu M. Agboyeme qui était quand même un leader jusqu'à preuve contraire. Et tout le monde se demande, lorsque nous prenons Jean-Pierre Fabre, nous savons réellement comment Jean-Pierre Fabre mène aujourd'hui la politique. Donc elle se demande, si Faure-Gnassingbé partait, qui allait prendre le pouvoir? Le professeur Moussa vient de dire, n'importe quel Togolais peut le faire. Nous comprenons. Mais il y a un thème qui est là, assoyons-nous et discutons. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que l'opposition qui devait prendre, en tout cas, le devant des choses, c'est une opposition, on a l'impression qu'elle est inexistence. On a l'impression que l'opposition ne dit plus rien et que l'opposition est assujettie à ce pouvoir. Donc, si la femme intervient, je pense que chacun a quand même ses préoccupations et le Togo va être déterminé parce qu'on vous demande. Et quand vous prenez ce thème, c'est un thème qui amène le Togolais à se mettre, en tout cas, au travail. Parce que depuis un certain moment, on voit un recul.
un recul systématique. On va essayer de prendre celui qui est en ligne et revenir. Merci encore, Dr Kovi. Je pense que vous allez intervenir tout à l'heure. Alors, monsieur l'auditeur en ligne. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les invités, bonsoir à Malik à la technique et bonsoir aux auditeurs. Je venais de rentrer en contact par rapport à la thématique et j'aimerais dire une chose, c'est que à entendre parler du docteur Kovi, je suis un tout petit peu estomaqué. Je l'avais dit une fois il y a longtemps de cela que M. Kovi il est arrivé au Togo depuis 1988 et il est marié à une Togolaise et il fait des enfants qui ont aussi en héritage le Togo. Et quand il dit que c'est aux Togolais de résoudre leurs problèmes et que lui, ce n'est pas à lui d'apporter une solution, je crois que la lutte qu'il mène n'est pas seulement une lutte pour les Togolais, mais il lutte pour un panafricanisme. Et quand on est dans le panafricanisme, le vrai, je crois que l'histoire d'un pays, d'où que vous sortez, l'histoire d'un pays africain vous concerne également. Et s'il dit qu'il peut écrire l'histoire du Togo, je crois qu'il n'y a rien alors qui puisse lui être caché. Et il ne faut pas seulement évoquer à tous les coups, comment l'appelle-t-on, le dysfonctionnement seulement de l'opposition. Il a dit qu'il a été le soutien, il a été un ami au père et à Démon. Et je reste convaincu qu'il reste également aussi un ami au fils, Fort Nassingbe. Donc, dans vos propos, à chaque instant, lorsqu'il s'agit du Togo, votre position n'a jamais été claire. Et je crois que c'est non seulement une insulte, je respecte vos opinions, mais c'est comme une insulte à l'égard de la population togolaise et même aussi à l'égard de vos enfants qui un jour aussi possiblement peuvent devenir président de ce pays-là au Togo, puisqu'ils sont nés d'une mère togolaise. Et donc, je suis intervenu cet après-midi pour dire, puisque les autres invités sur la plateforme ne peuvent pas le lui dire en face, moi je le lui dis en face. Je respecte ses opinions, ce sont ses opinions à lui. Et qu'il respecte aussi les opinions des autres Togolais et ne pas toujours continuer par enfoncer cette lutte que les Togolais mènent et la douleur dans laquelle ils se trouvent. Et je crois qu'il est bon temps que les gens clarifient leur position. Nous savons que vous pouvez mener une lutte panafricaine par rapport à d'autres pays de l'Afrique. Par rapport, par exemple, aussi au Bénin, qui est notre peuple. Et tous les peuples africains se valent, tous les peuples africains sont un même peuple. Et donc, lorsqu'il s'agit de trouver une solution à la crise togolaise, ne renvoyez pas toujours seulement la balle aux Togolais, puisque vous êtes panafricain, cherchez vous aussi une solution. Vous avez vous proposez un dialogue inter-togolais, un dialogue sincère. Et on vous a déjà argué, on vous a donné déjà, comment appelle-t-on, une réponse par rapport à cette proposition que vous ramenez à chaque instant. Cette proposition, comme les invités venaient de le dire, il y a en moins de 25 ans, plus de 26 dialogues dont les résolutions n'ont jamais été appliquées. Bon, à quel dialogue on appelle encore? À quel dialogue on appelle? Et si aujourd'hui on parle des armes, on parle de ce... Bon, je ne vois pas autre solution aujourd'hui que par la force. Puisque celui qui veut garder le pouvoir s'impose par la force et donc il faut la force pour le déloger. Ça, c'est inévitable. Et puisque la Constitution le prévoit, il n'y a pas d'autre voie de solution. Mais ceux qui veulent s'investir dans la diplomatie, ils n'ont qu'à faire leur chemin. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux camps pour lutter et aboutir au même résultat. Ceux qui emploient la diplomatie vont employer la diplomatie. Ceux qui vont s'organiser aussi autrement dans une nouvelle stratégie de prise du pouvoir et de faire tomber ce régime, eux aussi vont s'organiser et le faire. Je crois qu'il est grand temps que nous respections, nous tous,
et que nous cessions de rejeter la balle toujours sur l'opposition togolaise. Nous savons qu'elle a une discordance, mais il ne faut pas toujours rejeter. Vous avez aussi une solution à proposer de votre côté, de par le fait que vous êtes au Togo depuis 1988 et que vous êtes marié à une Togolaise, que vous faites des enfants qui sont en partie aussi togolais, qui ont l'héritage aussi du Togo. C'est ce que je voudrais apporter comme contribution cet après-midi. D'accord. Le défi du changement politique au Togo, quel recul des Togolais. Je pense que, docteur, vous allez prendre la parole, les autres vont intervenir, vous allez prendre la parole, parce que c'est un débat, vous-même vous l'avez dit au départ, que ce débat-là, c'est un débat qui est difficile. Donc, patientez-vous, je vais prendre peut-être Kofi Bassa, docteur Moussa, et puis Kofi, comment on appelle, Cloussé. Et je reviens à vous, docteur, parce que l'heure est grave. Allez-y, monsieur Kofi Bassa. Le seul moyen de régler le problème togolais, le ministre Cloussé vient de le dire, c'est de trouver des moyens pour renverser le pouvoir et chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. Vous savez, nous avons eu 26 dialogues qui n'ont jamais abouti. Aller encore à un autre dialogue avec ce régime criminel de Faure Gnassingbé, c'est un trompe-l'œil. Voilà. Le seul message qu'il faut, le seul moyen qu'il faut, c'est de chercher des moyens pour renverser, je précise mes mots, pour renverser le Faure Gnassingbé et de son père. On n'a plus besoin de dialogue. Le dialogue n'a pas marché. On en a eu 26. Ça n'a pas marché. Des gens peuvent rêver pour dire que vous, les Togolais, vous ne voulez pas rentrer dans le dialogue. Je dis et je l'affirme et je l'assume. Le seul moyen de régler le problème togolais, c'est de trouver les moyens pour renvoyer Faure Gnassingbé du pouvoir. On doit le chasser du pouvoir. On a compris. Monsieur Cloussé. Oui, je vais confirmer ce que M. Bassa a dit, sauf que ce n'est pas le seul moyen. Ce n'est pas le seul moyen. Il y a d'autres moyens, mais la plupart des moyens ont déjà été essayés au Togo. À savoir les dialogues. Hein, et il faut, quand on essaie la même chose et que ça ne marche pas, il faut changer, tout simplement. Et ce que nous n'avons pas encore fait, c'est prendre les armes pour essayer de chasser ces gens-là. Mais quand on aura pris les armes, eh bien, certainement, il y aura d'autres dialogues ou d'autres choses qu'on n'a jamais essayé qui vont sortir tout seuls. Mais pour le moment, on a tellement fait de dialogues et on est arrivé au bout. Et c'est parce qu'on n'a jamais opposé la force que la forfaiture continue. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je soutiens que tout soit sur la table, les dialogues, etc. Mais s'il n'y a pas un rapport de force, comme le disait en fait M. Kofi, et là je vais quand même dire à l'auditeur que M. Kofi n'est pas contre les Togolais. Hein. Il faut qu'on accepte quand des gens qui ne sont pas dans le pot de peinture peuvent nous voir de loin et nous dire dans quelle couleur on est un bébé, il faut qu'on accepte. On est, nous, là, au Togo, plongés dans la peinture jusqu'aux yeux. On ne voit plus bien. Donc, acceptons que d'autres qui sont loin nous disent ou nous piquent un peu pour qu'on se réveille. Aujourd'hui, on dort trop. C'est le moment pour les Togolais de se réveiller. D'accord. Aujourd'hui, on dort trop. Vous l'avez précisé, la responsabilité est d'abord des Togolais, même si elle doit être panafricaine. C'est ce que Dr Kofi a dit. Alors, professeur Moussa, je vais passer la parole au docteur Kofi. Est-ce que vous avez une réaction? Parce que quand il va prendre la parole, je pense que peut-être qu'il n'a pas été bien compris. Il va quand même clarifier sa position. Non, je ne pense pas. Il n'y a pas de polémique par rapport à ce qui se passe. D'accord. Docteur, à dire à l'auditeur qui vient de finir que, comment l'appelle-t-on, nous sommes dans un débat d'idées et que cela doit être respecté en tant que tel.
et que Dr Kouvi, que moi je connais, je l'ai connu il n'y a pas longtemps, en matière de panafricanisme, de lutte panafricaniste, je pense que il fait partie des gens qui sont en tout cas les vanguards de cela. Donc on n'a pas de doute par rapport à cela, à cette lutte-là. Je vais aussi ajouter qu'on dit souvent qui aime bien châtie bien. Et donc, ce qu'il fait et ce qu'il dit, c'est pour amener à des solutions ou à des stratégies qui sont plus performantes. Donc, cela ne devait pas, en tout cas, être interprété comme autre chose. J'ai voulu juste préciser cela. Merci. Docteur, je pense que vous avez quand même compris ce que l'appelant a dit. La responsabilité des Togolais, vous l'avez dit, elle est d'abord de mise. Vous avez quand même parlé du panafricanisme. Et celui qui a appelé, le docteur Kouvi, si c'est un panafricain, je pense que le premier Togolais doit être panafricain. Mais, dans un premier temps, le Togo d'abord. Alors, je vous laisse quand même clarifier cette position. Peut-être que ceux qui vous écoutent, ceux qui vous prennent en marche, peut-être qu'on vous prend en marche de manière un peu tardive. Je vous laisse quand même le temps de pouvoir clarifier non seulement votre position, mais de vous faire comprendre. Alors, merci. Je voudrais remercier le professeur Moussa et tous les autres d'ailleurs. Nous sommes 4. Si nous devons tous marmonner la même colère, est-ce que ce serait plus un débat? Et dans un débat, parfois vous prenez même une position qui peut ne pas être votre position intérieure afin de permettre la réflexion. On n'est pas ici pour venir exprimer la déception de chacun. Non. Aussi, je voudrais rappeler chacun à faire très attention. Ceux qui veulent prendre les armes ne l'annoncent pas sur un plateau de télé. Je vous dis la vérité. Quand tu montres à ton propre chien le bâton avec lequel tu veux le frapper, dans qui ça va. Donc, je voudrais rassurer les Togolais, ceux qui vont Obana, Américain, Bono. Parce que ceux qui ne peuvent l'annoncent pas. Aussi, moi, je suis un civil. Aucun de vous n'a jamais tiré au Kalachnikov. C'est très facile dans la colère de dire mialer tout là, mialer tout. Non, c'est pas ça la solution. Hein. Si c'est ça, ça doit être l'exception. Mais vous avez vu ça changer au Niger. Vous avez entendu quelqu'un dire on veut chasser Bazoum sur une télévision. Ça surprit tout le monde. Donc ce n'est pas une solution. Moi je suis un homme politique d'abord, avant de dire si on est panafricain ou pas. Il y a des propos que je ne tiendrai jamais. Ce que j'ai dans mon cœur est dans mon cœur. Ceci étant dit, je ne le dirai jamais assez, le peuple togolais est aujourd'hui résigné. Et si vous ne voulez pas que je vous dise cette vérité-là, moi qui suis votre beau, eh bien, je vais me taire. Le peuple ne croit plus en vous. Le peuple, même arrivé à un moment donné, même accepte sa situation. Et je me demande si vraiment le peuple togolais aujourd'hui est prêt à un sacrifice tel que vous l'appelez vous. Ça, c'est déjà ce qu'il faut faire là. Maintenant, qui veut venir et qui va faire, qu'est-ce qu'il va faire mieux que ce que vous dénoncez qui existe aujourd'hui? Car c'est cela la question que mon épouse me pose. Moi, je suis un homme politique et j'aime écouter tout le monde pour voir comment est-ce qu'ils réfléchissent. Vous savez, parfois, ceux qui ne font pas la politique voient mieux la situation que nous. Parfois, c'est cela, au fait. Donc, moi, quand je lui pose des questions, c'est pas qu'elle est idiote, hein? Elle a très bien étudié. Mais elle te dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire mieux que lui? Qu'est-ce qu'ils promettent? Ça fait des années qu'on les a suivis. On n'a rien vu. Tel est mort. Telle chose, on a gâté ceci. Donc, le peuple ne veut même plus le changement que vous souhaitez. Maintenant, si c'est la volonté de l'univers intelligent, pourquoi pas? Je me dis, pourquoi vous ne dialoguez pas avec fort? Par exemple, pour lui dire, regarde, tu veux un 4e mandat, un 5e, voyez ce qu'on te donne. Vous l'amenez devant vos divinités, vous êtes togolais, hein, et il y a Tolegba les Miagon. Vous l'amenez devant les divinités. Cher ami, si tu fais tel nombre et tu ne veux pas partir, que les divinités t'emportent. Ou vous allez faire Yacine avec un mouton roux et lui dit, mais bref, trouver une solution. Moi, je ne peux jamais dire prenez les armes. Ce n'est pas une solution, ça. Les Maou, les Klimi,
Le général, je peux écrire l'histoire du Togo. Ça n'a jamais réussi à éviter de faire couler le sang pour rien du tout. La solution ne sera pas là. La solution doit être quelque part. Trouver un leader qui rassemble autour de lui. Et je me demande, et si Faure était votre leader en fait? Et j'attends M. Bassa à me sauter dessus. Heureusement qu'il n'est que dans l'écran et je suis très loin de lui. Et si Faure était la solution en fait? Alors, je suis à l'écran. Monsieur Kovi, ok? Oui. Je vous écoute. Merci. Moi, je dis, hein, c'est une... Allô, on ne vous entend plus, c'est quoi? Serge? Oui, je crois que... Allez-y, prenez la parole. Je crois que... Professeur, prenez la parole parce que le débat est lancé là. J'allais dire que à la question de savoir si Faure était la solution, ce n'est pas qu'il est la solution ou bien il n'est pas la solution. Ce n'est pas ça le problème. Moi, en tout cas, et la plupart des Togolais, parce que après 38 ans de papa, après 20 ans de Faure, même si chaque matin, Faure distribuait de l'or à chaque Togolais, nous disons merci, ce que vous avez pu faire, c'est bon. Laissons quelqu'un d'autre essayer autre chose, on va voir. C'est tout ce qu'on demande. Lorsque Blaise Compaoré s'est assis sur le Burkinabé, après avoir assassiné en plein midi son propre frère pour s'accaparer du pouvoir, c'est 27 ans, ce que les gens pensaient que rien n'était plus possible au Burkina. Monsieur Kouavi, regardez ce que Ibrahim Traoré est en train de faire. C'est-à-dire que sans rien, que le Burkina est riche, avec le peu qu'ils ont, la volonté qu'il a mis dedans, le blé est en train d'être cultivé au Burkina Faso. Oui ou non? Les prisonniers qu'on enfermait, je viens. Le blé que vous... Allô? Allô? Non. Allô? Oui, allô? C'est comme si on n'entend plus bien là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Je vais continuer. Donne-moi une seconde. D'accord. Le blé est en train d'être cultivé au Burkina, dans le désert. Les prisonniers, je cite quelques exemples pour vous dire que le changement profite aux humains. C'est ça le problème. Donc, les prisonniers qui étaient assis au Burkina, qu'on nourrissait matin, midi, soir, aujourd'hui se rendent utiles par le génie de quelqu'un. On dit, on va vous amener, vous allez faire des champs pour aider à nourrir le pays. Ça, c'est des exemples que je cite. C'est ça que le changement amène. Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a imposé à nous le changement. La succession des saisons, c'est une preuve de cela. La succession du jour et de la nuit, c'est une preuve de cela. C'est Dieu qui l'a voulu. Alors, nul n'est indispensable ici-bas pour prétendre être celui-là qui, s'il n'est pas là, tout disparaît. Donc, je dis, ce que Paul Yassingbe a pu faire pour le Togo, merci, c'est bon. On le lui reconnaît. Il n'a qu'à laisser un autre Togolais essayer. C'est tout ce qu'on demande. Oui, mais professeur... Le Togolais demande, c'est tout. Même si c'est l'enfer, nous voulons le goûter. Voilà ce que nous demandons. Donc, professeur Moussa, oui. Tu veux manger président quoi? Bien sûr. Moi, je demande la parole. Hein. Bien sûr, je vais lorsque 2 minutes de parole. Je vous en prie, Bassa, avant de donner la parole. Vous allez voir ma maman son âme pour lui dire de me dire d'arrêter, je me tourne. Elle a dit, je veux aussi que mon fils soit président. Oui, mais donc, professeur Moussa, il y a eu quand même, professeur Moussa, nous voyons, lorsque vous voyez le Togo maintenant, c'est où vous allez avoir ce leader-là. Parce que M. Kodjo Agbemé est parti, M. Tipi Adagon est parti, celui qui était là, Jean-Pierre Favre, mais jusqu'à preuve du contraire, l'opposition dans l'opposition, la femme a dit, mais qui on enlève fort, qui peut être là, parce qu'on ne voit plus d'opposition, on ne voit plus d'opposition surgir.